Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 10e épisode de la saison 4 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels de l'actualité, de l'environnement et de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexa et bonjour à nos invités. Bonjour, Bonjour. à tous. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le dispositif O2R, qui signifie offre de repérage et de remobilisation, donc un dispositif d'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Julie Magnin, chargée de mission inclusion aux politiques de la ville de la Drette, Bourgogne-Franche-Comté, et Emma Couillot, référente sociale du SEG. JR, je ne sais plus, mais vous nous expliquerez ça tout à l'heure. D'une association du département 70, le Point Habitat Jeune, donc qui est partenaire du dispositif et qui nous fera un retour sur l'accompagnement réalisé. Donc, au programme, eh bien, ce sera la découverte du dispositif, ses enjeux, la déclinaison territoriale et puis ses points forts et les difficultés. Merci à nos invités de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alexa, je te laisse la parole pour nous Oui, donner les informations techniques. merci. Alors, comme d'habitude sur les temps forts, un petit rappel organisationnel. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pendant tout le temps de webinaire jusqu'à midi pour réagir ou pour poser des questions à nos deux invités. On prendra deux temps de questions, hein, un à peu près au bout de 30 minutes et en fin de webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, on ne répondra pas forcément tout de suite, mais on essaiera de reprendre un maximum de remarques et de questions. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que le replay sera disponible sur le site du Carrefour F d'ici quelques jours, et puis que vous recevrez par mail une petite infographie de synthèse avec les points clés qui auront été partagés pendant le temps fort de ce matin. Merci Alexa. Eh bien, je vais donner la parole à Madame Julie Magnin, voilà, pour nous expliquer tout sur le dispositif. Merci. Alors, je vais commencer par partager mon diaporama. Merci pour cette invitation aujourd'hui à ce temps fort sur l'offre repérage et de remobilisation. Pour moi, c'est une découverte. Je ne connaissais pas ce que c'était qu'un temps fort, donc c'est bien. Je vais pouvoir maintenant participer à ces moments. Donc voilà. Donc je vais me représenter. Donc Julie Magnin, je suis chargée de mission inclusion et politique de la ville, donc au sein de la DRETS Bourgogne-Franche-Comté. Donc la DRET, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà, et donc ça fait partie des services déconcentrés de l'État, les services régionaux et déconcentrés de l'État. Et je suis en charge du pilotage du dispositif O2R pour le niveau régional. Voilà, et je vais vous présenter succinctement un peu ce que c'est que ce dispositif. Donc, on l'a dit, je vais dans un premier temps vous présenter le cadre réglementaire. Dans un deuxième temps, la déclinaison territoriale en Bourgogne-Franche-Comté et qui sont les opérateurs qui sont mobilisés sur cette offre. Et dans un troisième temps, vous présenter les points forts du dispositif et les difficultés qu'on a rencontrées et qu'on rencontre encore aujourd'hui. Voilà, l'objectif de cette présentation, c'est de connaître, que vous puissiez, vous, acteurs de l'emploi et acteurs de la formation professionnelle, connaître suffisamment l'offre de repérage et de remobilisation pour éventuellement prendre en charge des personnes à la suite de leur parcours O2R. Donc, la présentation du dispositif et le cadre. Donc, c'est l'article 7 de la loi pour le plein emploi qui intègre ce dispositif d'offre de repérage et de remobilisation. Donc, elle prévoit la création d'opérateurs de repérage et de remobilisation pour les publics les plus en rupture avec les institutions et en particulier avec le réseau pour l'emploi. C'est un dispositif qui permet à la fois de répondre aux besoins qui ne sont pas couverts sur les territoires, en termes de territoire et en termes de public, et qui vise un raccrochage au réseau pour l'emploi, à la formation ou à l'emploi. Voilà, c'est un dispositif qui a été à la main des services déconcentrés de l'État, donc au niveau régional par les DRETS et au niveau départemental par les DETS, qui sont les directions départementales. Donc les directions régionales plutôt au pilotage, les directions départementales plutôt au niveau opérationnel auprès des opérateurs. Voilà. Et notre rôle, donc, ça a été de sélectionner les opérateurs qui ont répondu aux besoins,
donc c'est-à-dire peu, enfin des besoins qui étaient estimés comme peu ou pas couverts sur les territoires, d'assurer le suivi juridique, administratif et financier, et puis d'appuyer les opérateurs un peu au quotidien pour leur permettre un bon déploiement sur le territoire. Voilà. Et dans ce cadre, donc on a déployé des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés à la fin de l'été 2024. Voilà, et des opérateurs ont été sélectionnés dans la foulée, donc en 2024, pour des débuts de projet, parfois en 2024, parfois tout début 2025 et pour certains même courant 2025. Donc vous voyez qu'on est à peu près à 1 an de vie du dispositif pour certains opérateurs. Donc c'est vrai qu'en termes de bilan, on est encore sur une phase de lancement du dispositif. Je vais vous donner quelques éléments de bilan, mais voilà, il faut savoir qu'on est au tout début de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif qui répond à 3 principes fondamentaux. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Donc, c'est une offre qui doit répondre à la promesse d'aller vers. Donc, elle doit prioriser les publics qui sont en dehors des radars, donc qui ont décroché des solutions qui leur étaient proposées, tant au niveau scolaire, on peut avoir des publics mineurs, de la formation, des solutions d'accompagnement à l'emploi et qui cumulent des difficultés. Donc ça peut être sur des problématiques de santé, de handicap, logement, mobilité, accès aux droits, etc. C'est une offre qui est complémentaire et différenciée du droit commun. Elle ne doit pas venir s'ajouter à une offre qui existe déjà, elle doit bien venir compléter ce qui n'était pas existant. Et le 3e point essentiel, c'est une offre qui est territorialisée, donc qui s'adapte aux besoins des problématiques locales. Donc, c'est dans l'appel à manifestation d'intérêt, il avait été évoqué des publics prioritaires et des territoires sur lesquels on souhaitait développer des actions. Je vais revenir sur le public cible. Voilà, c'est important de bien avoir en tête qui sont les publics qui peuvent rentrer dans l'O2R et qui vont bénéficier de cette offre. Donc, on vise prioritairement les personnes dites invisibles, mais invisibles de qui? Eh bien, invisibles du réseau pour l'emploi, d'une part, mais aussi qui peuvent être invisibles du droit commun en général, donc même des instances, des structures du social, ce qui est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Voilà. Et puis, il peut également s'agir de personnes qui ont été inscrites au réseau pour l'emploi, mais qui sont sans contact depuis au moins 5 mois avec France Travail, Mission Locale ou un Cap Emploi. Voilà, ce sont aussi des personnes éligibles. On sait que les personnes rencontrent des fois des ruptures de parcours et c'est le fait d'aller les raccrocher, encore une fois, au parcours d'accompagnement. Donc, c'est des personnes qui sont caractérisées par plusieurs situations, notamment l'isolement et la distance aux institutions, hein, quelle qu'elle soit, donc ce soit du social ou visé pour l'emploi, et puis qui parfois rencontrent beaucoup de défiance vis-à-vis des institutions ou qui sont très méfiantes vis-à-vis des institutions et qui nécessitent un accompagnement, un repérage assez long avec une mise en confiance de ces personnes et un lien à tisser tout doucement. Voilà, et c'est des personnes qui rencontrent un cumul de difficultés, donc précarité financière, santé fragilisée, parfois une charge de famille, des situations de monoparentalité, de violence intrafamiliale, parfois des situations de handicap qui sont ou pas reconnues. Et l'idée, ça va être de les accompagner vers cette reconnaissance. Voilà. Ensuite, les modalités de contractualisation avec l'État. Je suis obligée un peu de passer par cette étape pour que vous compreniez bien les contours de l'offre. Même si je vais passer vite, je ne vais pas rentrer dans le détail technique ni administratif de tout ça. Mais voilà, que vous ayez une idée quand même globale de la contractualisation. Donc, les organismes lauréats qui ont répondu aux conditions fixées, qui a été fixé dans un cahier des charges, qui a été établi par un arrêté conjoint, donc du ministre de l'Emploi et du Budget. Et puis ensuite, ce sont les DREX qui ont publié des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt, sur la base de cet arrêté pour spécifier les besoins du territoire. Voilà, donc tant en termes de public que de territoire cible. Les lauréats ont ensuite signé des conventions pluriannuelles d'objectifs, donc des CPO, avec l'État pour une durée de 3 ans.
Et ce dispositif vise à être renouvelé à la suite des 3 ans de convention. Ces conventions, donc, elles confient aux opérateurs un mandat de service d'intérêt économique général, ce qu'on appelle un SIEG. Donc, pour ceux qui font du FSE, vous connaissez peut-être. Voilà, c'est un format juridique, en fait, qui a pour principe une compensation de charges de service public, avec une réglementation financière assez stricte, avec un suivi des dépenses aussi très très précis qui est demandé aux opérateurs. Et puis, et parfois un peu rigide aussi, donc voilà. Les publics accompagnés par ces opérateurs qui sont sans ressources, ils peuvent bénéficier de la RSFP. Donc, c'est de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle que vous devez probablement connaître. Donc voilà, le temps du parcours aux 2R ou le temps d'accéder au droit commun, notamment par exemple pour du SEG ou pour des personnes qui pourraient bénéficier ensuite du RSA. Alors, la RSFP, c'est une rémunération qui est possible pour les personnes donc, qui ont touché moins de 300 € dans les 3 derniers mois. Donc, ça concerne pas du tout l'ensemble des publics O2R, mais c'est une rémunération qui peut permettre de déprécariser dans un premier temps les personnes. Voilà. Et puis, par contre, il faut savoir qu'ils n'accèdent pas au statut de la formation professionnelle en bénéficiant de la RSFP. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qui est important parce que je pense que vous devez, du coup, vous, peut-être connaître ce statut. Alors, voilà ce qui a été demandé comme référentiel d'accompagnement aux opérateurs. Donc, 3 briques qui vont concerner le public. La dernière, je reviendrai dessus juste après. Donc, le repérage, la remobilisation et l'accompagnement socio-professionnel. Le repérage, c'est une brique obligatoire pour répondre à l'offre. Voilà, donc, tous les opérateurs lauréats aujourd'hui proposent le repérage de publics invisibles. Ensuite, la remobilisation donc, et l'accompagnement, 2 briques qui étaient optionnelles, mais qui finalement, enfin tous les opérateurs ont finalement suivi ces 3 briques, voilà, comme quelque chose d'essentiel dans un parcours cohérent en fait, le repérage, la remobilisation et l'accompagnement. Et la brique coordination qui était aussi obligatoire, en fait, et s'adresse plutôt aux opérateurs. Donc cette coordination, c'est la coordination au sein d'un consortium. Lorsque les opérateurs, un consortium, c'est quand il y a eu une seule convention avec plusieurs opérateurs qui se sont associés, voilà, pour développer une action sur un territoire. Et la coordination, ça peut être aussi avec l'écosystème local des partenaires, tant sur le plan social que avec les acteurs de l'emploi, mais aussi la coordination, oui, donc avec le réseau pour l'emploi et puis aussi avec les institutions, donc les DETS, les DRETS, et puis potentiellement les instances de gouvernance locale, par exemple les comités locaux pour l'emploi. Voilà, donc repérage, coordination, 2 briques obligatoires, remobilisation, accompagnement, 2 briques optionnelles. Voilà une illustration de ce que c'est que le repérage, la remobilisation, l'accompagnement. Je pense que c'était plus parlant de vous proposer des exemples. Donc sur le repérage, voilà un exemple assez courant, c'est ça va être des maraudes au pied d'immeubles. Sur la remobilisation, on va être sur par exemple des entraînements sportifs, des ateliers de cuisine, le travail sur un projet collectif. Ce qu'on voulait vous montrer aussi dans ce schéma, c'est qu'on peut commencer évidemment par du repérage, de la remobilisation, mais tout n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on peut faire commencer des ateliers d'accompagnement et puis de continuer la remobilisation sur d'autres, avec d'autres ateliers. Voilà, puisqu'on sait qu'on doit s'adapter. C'est une offre qui est individualisée et qui s'adapte à la personne, avec des parcours intensifs, qu'on a souhaité intensifs, de 6 à 12 mois maximum. Pourquoi des parcours intensifs? On est des fois sur des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc l'idée, c'est le raccrochage au droit commun, la levée des freins, mais du coup, une prise en charge par la suite pour les personnes les plus éloignées. On va pas être directement sur l'emploi, on va être sur le raccrochage au droit commun. Donc 6 à 12 mois pour cette mission. Voilà, donc l'accompagnement, sur les sessions d'accompagnement, on va être un peu plus avisé pour l'emploi, avec des ateliers de confiance, tout ce qui est levée des freins, financement du permis, ateliers de gestion financière, mais aussi du coup CV, découverte des métiers, immersion professionnelle, voilà, des stages réalisés dans les entreprises. Donc ça, c'est plutôt vers la fin de parcours en général, quand la personne elle commence à être beaucoup plus autonome dans ses démarches. Voilà. Et du coup, la déclinaison territoriale en Bourgogne-Franche-Comté, ça donne quoi?
quels sont les territoires qui sont concernés, quels sont les opérateurs qui qui déploient des projets dans les territoires. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, le tableau, il est un peu, il y a beaucoup d'informations, mais je vais le déchiffrer avec vous. Voilà, donc 3 à 4 colonnes. Donc, le territoire concerné. Donc, nous, on départage beaucoup par département. Le nom de l'opérateur, le nom du projet, vous en avez peut-être entendu parler, et puis le public cible. Donc, quand je mets tout public, on est bien sûr sur un public quand même qui est éligible à O2R, donc ça veut dire un public qui n'est pas raccroché au réseau pour l'emploi ou qui est en rupture, etc. Mais je dis tout public, c'est-à-dire tout âge, euh, enfin voilà, qui vient de n'importe quel environnement territorial, voilà, ce genre de choses. Donc, on a au moins un projet par département. Ça, c'est important que tous les départements soient couverts par au moins un projet de repérage. Et puis, pour les opérateurs qui présentent une densité de population plus importante, c'est vrai qu'on a plusieurs opérateurs, comme notamment dans le 21, dans le 25, donc le Doubs, en Saône-et-Loire. Et puis des projets interdépartementaux aussi. Donc si je les liste quand même pour vous les présenter. Donc on a Terre du possible qui intervient en Côte d'Or, voilà pour tout public. Hein, donc ça veut dire qui ne cible pas particulièrement à une tranche d'âge ou des difficultés spécifiques, mais qui intervient évidemment dans sa zone. À défaut, voilà, qui va plutôt orienter son action vers des publics qui sont sans logement. Voilà, donc plutôt un public SDF qui sort de cette action. Le GIP 21, qui est en fait le Cap Emploi, d'ailleurs ils ont appelé leur projet Cap Remob, et qui là a présenté donc un projet, mais qui s'adresse à l'ensemble du public. On n'est pas uniquement sur du personne en situation de handicap. Toutefois, donc l'avantage de cette prise en charge par le GIP 21, c'est que quand il y a des problématiques de santé ou de reconnaissance de handicap, on peut tout de suite orienter les personnes. Voilà, c'est facilité. À Codège, pour le 21 aussi, ou qui cible plutôt un public jeune en zone rurale. Pour le Doubs, la mission locale de Besançon, qui est venue intervenir sur une zone non couverte, c'était le Doubs central. Voilà, non couverte par des dispositifs d'accompagnement, et notamment avec une vraie problématique de repérage qui devait être intensifiée dans cette zone. La DDSEA, vous devez peut-être aussi connaître, hein, c'est une structure qui existe depuis longtemps déjà sur le territoire du Doubs, voilà, qui intervient notamment pour les jeunes. Donc sur Besançon et sur l'est du Doubs, donc zone de Montbéliard et Pontarlier. Le Jura, donc Copagir, qui intervient sur l'ensemble du département. Pagode pour la Nièvre, qui intervient sur l'ensemble du département et qui est en consortium avec ANAR. En Haute-Saône, on a la HSSEA. Donc aujourd'hui, Emma Couillot vous présentera un peu plus en détail son action, les projets menés, etc. Voilà, donc pour la Haute-Saône, l'OPAC Saône-et-Loire pour la Saône-et-Loire, la Sauvegarde 71. Et puis, voilà, oui, quelques acteurs de la formation professionnelle avec API Formation et Point Fort dans Lyon. Et puis, Régie de quartier, chef de file d'un consortium avec l'Armée du Salut, qui fait du repérage donc en territoire de Belfort. Et puis 2 projets interdépartementaux. Donc un qui passe pas là, je suis désolée. Donc je vais te dire, c'est le FRCIDFF qui travaille avec les 2 CIDFF et qui vise spécifiquement l'accompagnement des femmes. Donc le CIDFF qui intervient à Besançon et dans le Jura, et puis à Doma, voilà, qui va être plutôt sur son public résident à Doma, et qui va proposer des actions sur Besançon et sur Belfort. Voilà ce que ça donne en termes de cartographie. Cartographie qui est peut-être pas évidente à comprendre d'un premier abord, mais si on s'attache un tout petit peu, donc si je vous l'explique un peu, on va y arriver. Vous voyez que certains opérateurs couvrent l'ensemble du département, puis certains opérateurs ont ciblé les territoires d'intervention. On a ciblé parfois sur des bassins d'emploi, des communautés de communes, ou des fois des QPV, voilà, comme notamment pour Dijon. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre. Donc, voilà les territoires d'intervention qui peuvent quand même relativement bouger d'une année sur l'autre, puisqu'on a des CPO, hein, donc des conventions pluriannuelles d'objectifs, mais des avenants qui sont annuels et qui nous permettent de réajuster lorsqu'on considère qu'un territoire est plus finalement prioritaire qu'un autre, parce qu'en allant sur les territoires, on découvre vraiment voilà la réalité des problématiques sur les territoires. Le nombre d'entrées dans un parcours, donc aujourd'hui, on est à 645 bénéficiaires en Bourgogne-Franche-Comté, contre 22 561 au niveau national. Je vous ai laissé les chiffres du national pour que vous ayez des éléments de comparaison. Donc 645 à ce jour, donc depuis 2024. Et là, le petit graphique que vous voyez en dessous, donc représente le nombre d'entrées en parcours. Et on voit bien qu'au démarrage, c'était encore faible. Mais parce que tous les opérateurs n'étaient pas conventionnés, parce que quand le projet a démarré, on a eu d'abord des phases de coordination et de mise en œuvre du projet avant d'avoir des phases vraiment d'entrée en parcours et de repérage voilà, qui ont engendré au départ peu d'entrées. Puis maintenant, on voit bien sur le graphique que depuis janvier 2026, on a augmenté la vitesse, hein, enfin voilà, le nombre d'entrées. Donc, on est plus en vitesse de croisière sur le dispositif. Voilà, les opérateurs sont plus, on va dire, ont constitué déjà leur offre, leur manière de faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on enregistre plus d'entrées en parcours aujourd'hui. Les caractéristiques des bénéficiaires, je vais sur une page des points, les caractéristiques des bénéficiaires en Bourgogne-Franche-Comté, donc comparé au national, il y a des chiffres qui sont quand même éloquents. 22% des publics sont SDF en Bourgogne-Franche-Comté contre 13 au niveau national. Donc on voit qu'on a un public plus exposé à la précarité chez nous en Bourgogne-Franche-Comté qu'au niveau national. Et 44% des résidents de QPV contre 32% au niveau national. Donc là aussi, on voit qu'il y a une différence importante entre la Bourgogne-Franche-Comté et le niveau national. Et tout ça, ce sont des indices pour savoir comment aujourd'hui la Bourgogne-Franche-Comté, elle doit mener ses actions auprès des publics vulnérables. Ça nous donne aussi des indices pour mieux orienter les actions et nous, voilà, orienter aussi les opérateurs vers ces publics. Les freins rencontrés par les bénéficiaires, donc là aussi, on est globalement au-delà des problématiques du national, enfin des chiffres qui sont remontés par le national, donc ça veut dire la moyenne nationale. Donc au niveau de la santé, au niveau de la mobilité et au niveau de l'accès aux droits, on voit bien qu'on a des écarts qui sont très importants. Donc 71% des personnes rencontrent des difficultés d'accès aux droits contre 54% au niveau national. 63% rencontrent des problématiques de mobilité contre 40% au niveau national. Bon, la mobilité, c'est pas tant une surprise dans notre territoire. On sait qu'on a voilà, beaucoup plus de zones rurales qui nécessitent des déplacements. Voilà, et ça s'explique assez facilement. Mais c'est des problématiques qu'on doit prendre en compte. Et on sait aussi que les techniques de repérage ne sont pas les mêmes quand on a des zones très vastes, rurales, où on va avoir beaucoup de déplacements à demander aux opérateurs pour aller faire du raccrochage au droit commun, donc pour aller à la rencontre des publics. Voilà. Et puis sur les problématiques de santé, on a quand même beaucoup de problématiques de santé au niveau psychique, pas que seulement, hein, ça peut être physique, mais psychique. Beaucoup de remontées sur ces problématiques qu'on doit plus travailler aujourd'hui, parce que voilà, c'est quelque chose qui est globalement assez fréquemment remonté. Et l'accès aux droits et les démarches administratives, donc c'est un point aussi qui est à travailler par les opérateurs, donc c'est-à-dire des personnes qui sont enfin voilà, les accompagner dans leur démarche d'inscription à la CAF, à la CPAM, et évidemment après à France Travail et les opérateurs pour l'emploi. Mais voilà, déjà faire des premières démarches, même pour les personnes qui sont, oui voilà, sans protection sociale, déjà les accompagner sur ça. On sait aussi qu'on est sur des publics qui rencontrent beaucoup d'isolement social et perte de confiance.
La situation à la sortie des bénéficiaires, donc aujourd'hui, voilà, on a des premiers résultats, mais qui sont, voilà, consolidés au fur et à mesure, du dispositif. Donc 252 personnes sont déjà sorties de parcours avec 53 des personnes qui sont en sortie positive. C'est-à-dire 20 sont raccrochés à un dispositif d'accompagnement intensif du réseau pour l'emploi et 33 accèdent à l'emploi ou à la formation. On a des ruptures de parcours et on est en train un peu plus d'investiguer cette partie-là, à savoir les ruptures de parcours, elles sont liées à quoi, comment on peut intervenir dessus. Donc on a des problématiques qu'on connaît bien, qui sont des périodes d'incarcération ou des arrêts pour congé maternité, etc. Mais après, que deviennent ces personnes une fois que elles sont passées par ces situations? Tout ça, voilà, nécessite de creuser un petit peu pour que nous, on puisse aussi, là encore, essayer de proposer des parcours cohérents, sans couture, et que ces personnes, on les perde pas, qu'elles redeviennent pas invisibles à la suite de rupture. Les points forts et les difficultés rencontrées. Donc, je pense que c'était important d'être transparent là-dessus et pour pouvoir améliorer notre approche et travailler aussi avec l'écosystème local, donc avec vous hein, tous pour travailler sur ces sujets. Donc les difficultés rencontrées, ça a été au départ le ciblage des publics. En même temps que l'offre est sortie, il y a eu la loi pour le plein emploi, parce qu'elle est intégrée dans la loi pour le plein emploi, mais avec une inscription un peu automatique, systématique au réseau pour l'emploi, notamment à France Travail, pour plein de démarches, même qui sont sociales et qui sont pas en lien directement avec l'emploi. Et donc du coup, c'est venu un peu interférer avec le repérage des publics invisibles qui devenaient plus vraiment invisibles. Voilà. Donc savoir identifier le public, qui étaient les personnes aussi qui étaient parce que le RSA c'est pareil, hein, c'est des personnes qui sont maintenant inscrites à France Travail. Donc voilà, le ciblage des publics a nécessité un petit peu de temps d'adaptation. Et les leviers hein, qu'on avait, c'était de mieux partager les diagnostics et introduire de la souplesse aussi dans le repérage, enfin voilà, dans l'éligibilité des publics dans le premier temps d'intervention des opérateurs. Le repérage et l'aller vers, donc ça c'est souvent remonté, hein, des difficultés accrues en zone rurale, voilà, avec des personnes qui sont en fait très peu présentes dans l'espace public et puis très méfiantes. Voilà, donc pour la mise en confiance, pour aller les rencontrer, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ça va être beaucoup du travail avec des médiateurs sociaux, des éducateurs de rue, voilà, ou avec des liens avec les structures du social qui, elles, des fois, ont des liens un peu plus de confiance avec ces publics. Et donc, le levier, c'est ça, c'est de structurer le réseau avec peut-être des cartographies de partenaires, mais vraiment de travailler en réseau. Ça, c'est devenu maintenant un point fort du dispositif, c'est-à-dire le repérage se fait à partir d'un réseau bien constitué. Mais ça peut être une difficulté à rencontrer lorsque ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et puis faire connaître le dispositif, c'est aussi un levier pour nous. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a cette intervention, qu'elle est importante. Et puis pas que auprès des partenaires, hein, mais ça va être aussi auprès du public. Donc à plusieurs niveaux, il faut faire connaître ce dispositif pour que les personnes puissent s'en saisir. La coordination avec le réseau pour l'emploi, donc qui a été parfois un peu complexe à mettre en place, mais on y arrive tout doucement, parce qu'en fait les personnes, on n'a pas de service informatique qui va permettre de savoir si la personne elle est inscrite à Pôle emploi. On n'a pas d'appareillement entre les deux logiciels. Donc du coup, c'est sur le déclaratif de la personne qu'on se base pour dire que la personne elle n'est pas inscrite à France Travail. Et des fois, eh ben, il y a une crainte de doublon, bien sûr. Voilà, donc tout ça, notre levier, c'est de renforcer la coordination avec le RPE. On le fait. Maintenant, on travaille vraiment, voilà, de manière rapprochée, avec des échanges réguliers et le réseau pour l'emploi qui est associé au comité de pilotage des opérateurs. Les points forts du dispositif, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, c'est vraiment le partenariat avec les structures du social, mais plus globalement avec les structures du territoire qui travaillent sur l'accompagnement à l'emploi. Donc, pour le repérage, mais aussi pour une prise en charge post-O2R, parce qu'on n'a pas que l'emploi en sortie post-O2R. On sait très bien que on peut avoir aussi donc le raccrochage au droit commun, réseau pour l'emploi, la formation professionnelle et puis les structures de l'insertion par l'activité économique qui sont aussi une forme de sortie du dispositif.
Voilà, et des opérateurs, donc ça c'est aussi un point fort du dispositif, il faut le rappeler, c'est que les opérateurs qui ont été lauréats, ce sont pour la plupart des opérateurs qui sont bien ancrés dans les territoires, qui sont expérimentés sur les démarches d'aller vers et d'accompagnement professionnel, et donc du coup, qui s'appuient sur déjà leur expérience pour adapter à cette nouvelle offre. Et je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je crois que c'est le moment de répondre à vos questions. Merci beaucoup Madame Magnien pour le portrait global à la fois du cadre, du partenariat et puis du contenu du cahier des charges. J'ai mis quelques petits messages dans le chat, pour voir s'il y avait des partages d'expériences, des remarques, des questions. Pour l'instant, on n'en a pas, mais on va peut-être laisser un tout petit temps de réaction, le temps que chacun puisse formuler, sa question ou sa remarque, via le chat. Après, peut-être une première question, est-ce que, sur les caractéristiques des bénéficiaires que vous avez évoquées et le fait que les bénéficiaires en Bourgogne-Franche-Comté soient, des publics repérés avec des caractéristiques spécifiques qui sont plus fortes que sur le niveau national, est-ce qu'il y a eu des études un peu plus poussées sur des éléments explicatifs de ce volet-là ou, c'est des choses qui vont être faites, par ailleurs? On s'est appuyé sur des diagnostics territoriaux effectivement pour rédiger déjà l'AMI. Donc en fait, l'AMI, enfin cette offre, elle vient à la suite de dispositifs qui avaient déjà été mis en place auparavant, comme 100% inclusion, repérage des invisibles. Voilà, tous ces dispositifs qui étaient portés au niveau national ont donné lieu à des évaluations et à des diagnostics de territoire. Notamment aussi au moment de la contractualisation avec les départements, il y a eu ce travail qui a été fait. Donc aujourd'hui, c'est pas complètement nouveau, on connaît un peu les problématiques, mais je pense que ça nécessite de pousser. Je pense qu'on n'est jamais, enfin voilà, c'est des choses qui doivent être actualisées parce que la société elle bouge beaucoup, qu'on a des problématiques qui peuvent être vraiment très très différentes, voilà, selon le contexte, le contexte national. Donc je pense qu'il faut poursuivre. Et nous, c'est ce qu'on fait à travers ces remontées d'informations, ces chiffres. Merci. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas jusqu'à la fin du webinaire. Donc, j'enjoins tout le monde à formuler ses remarques et ses questions via le chat. On va continuer la progression et puis on y reviendra en fin de webinaire. Donc, on a vu le cadre global du dispositif. Ça nous permet quand même de comprendre bien mieux ce qu'il y a derrière l'acronyme O2R et puis d'avoir des éléments de repérage sur le fonctionnement. Après, ce qui est intéressant aussi, comme vous l'avez évoqué en démarrage, c'est de rentrer un peu dans le cœur du réacteur et dans la mise en œuvre opérationnelle. Donc, on va céder la parole à Madame Couillot, qu'on remercie également pour sa présence. Donc, du coup, vous êtes opérateur, on vous a vu dans le tableau de présentation, vous êtes opérateur du dispositif sur un département. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter un petit peu votre structure par rapport au dispositif global? Tout à fait. Alors, du coup, moi, je travaille à l'AHCCA, donc Association haute-saônoise pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte, qui est une association qui est développée sur tout le territoire haute-saônois. C'est une association avec 4 grands pôles, le pôle enfance, le pôle famille, le pôle handicap et le pôle insertion. Donc moi, je suis sur le pôle insertion. Là où il y a du coup la structure du point Habitat Jeune, là où je travaille. Donc c'est une résidence sociale. Et du coup, dans cette structure, il y a mon dispositif, donc le O2R d'offre de repérage et de remobilisation. Donc nous avons commencé du coup le O2R en tout début 2025. Et on avait déjà répondu à un appel à projet qui était le CJR, le contrat engagement jeune en rupture, qui a été fait de 2023 jusqu'à du coup fin 2025. Et l'association a répondu pour O2R, sachant qu'on avait déjà bien investigué le territoire avec le CJR. Maintenant, pour le O2R, donc moi, effectivement, comme vous avez pu voir sur la carte, on travaille sur vraiment tout le territoire. Et actuellement, du coup, je travaille toute seule. Donc, j'investigue le territoire seule. Avant, du coup, nous étions 2, donc on travaillait en binôme avec chacun la Haute-Saône découpée en 2. Maintenant, je l'ai entière.
Au niveau des chiffres, depuis 2025, nous avons accompagné 25 personnes. Pour vous donner un peu de chiffres, on a plus d'hommes que de femmes. Actuellement, on a 14 hommes pour 11 femmes. On a beaucoup plus de jeunes. On en a 16. Beaucoup plus de personnes adultes, excusez-moi. On a 16 personnes de plus de 25 et 9 personnes de moins de 25 parce que en 2025, on jonglait entre le 16JR et le O2R. Donc, on inscrivait les personnes de moins de 25 sur le 16JR. Aujourd'hui, maintenant, tout est O2R. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ça ou c'est plutôt clair? Après, du coup, ça veut dire que votre public habituel et par rapport à ce qui a été présenté sur le public un peu global, il a déjà des particularités. Est-ce que vous vous retrouvez sur les chiffres que Madame Magnin a partagés sur les autres éléments, sur les freins, sur les difficultés, le cumul de difficultés rencontrées par ces publics-là? Est-ce que vous pouvez peut-être nous rentrer un petit peu plus dans le détail sur les caractéristiques du public? Effectivement, en fait, on voit, alors au niveau du rural, on a beaucoup plus de personnes du coup qu'on a repérées en zone rurale, hein, les zones qu'on appelle les FZRR, France zone rurale revitalisée. On a énormément de problèmes de mobilité. Voilà, sur les 25, on a 19 personnes avec un problème de mobilité. Ça peut être pas de permis, pas de voiture, pas de moyen de locomotion. En Haute-Saône, dans les petits villages, c'est très compliqué d'avoir des transports en commun réguliers. Dans les petits villages, ça va être un bus le soir, un bus le matin, s'il y a un bus. Donc pour se déplacer, c'est très compliqué. Donc les personnes sont très très vite isolées. Au niveau des problèmes administratifs, voilà, être rattaché au droit commun, tous ont cette problématique. Ça peut aller d'une toute petite problématique à j'ai pas de C2S ou alors il faut refaire la carte vitale, carte d'identité. Mais ils ont tous un problème vis-à-vis de ça. Au niveau santé, on en a quand même pas mal qui ont un problème de santé. Alors ça peut être pas de médecin traitant, un problème de MDPH, faire une reconnaissance, ce genre de choses, on en a quand même beaucoup, oui. Donc je me retrouve plutôt bien vis-à-vis des chiffres de Madame Magnin, oui. D'accord, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, un petit peu comment vous procédez par rapport à l'accompagnement? On va dire que si vous deviez dérouler un peu le parcours type, par rapport au cahier des charges qui a été présenté, mais qui est sur des grandes entrées, pour donner un petit peu plus, peut-être d'illustration sur votre fonctionnement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Oui. Alors, pour le repérage, nous, on s'appuie, alors avec beaucoup de partenaires anciennement du CSJR, donc on s'appuie principalement sur, par exemple, ça va être la Croix-Rouge, les Restos du Cœur. Ces choses-là, ça va être, on a beaucoup aussi, comme on est une grande association, on s'appuie sur les dispositifs en interne également. C'est une plus-value de l'association parce qu'on a beaucoup de choses. Par exemple, au niveau de l'ASE, voilà, les enfants placés en foyer, où il y a des sorties. Donc, on va récupérer ces jeunes-là pour les accompagner. Ça va être au niveau de l'ASHRA, donc les personnes sans domicile fixe qui vont nous rattacher ces personnes-là. Et une fois qu'on a le contact des personnes, on les contacte pour nous présenter nous. Soit on le fait par SMS en se présentant, soit on se déplace directement à la structure qui nous l'a orienté, parce que ça peut être une sécurité pour la personne d'aller dans un lieu qu'ils connaissent. Et pour O2R, le plus qu'on a, c'est qu'on peut se déplacer, que ça soit pour voir les personnes ou les accompagner pour des rendez-vous. Donc, on se déplace. Une fois que les personnes-là sont identifiées, rencontrées, qu'on a expliqué le dispositif, elles ont un petit temps pour réfléchir si elles sont d'accord pour s'y inscrire
ou non, parce que c'est un dispositif sur la base du volontariat de la personne. On ne force personne à y rentrer et on ne force personne à continuer le contrat si elles n'en veulent plus. Et une fois que la personne nous dit qu'elle est d'accord, on va faire signer un contrat et on va regarder les freins à lever. Donc, ça va être de l'administratif, si elle a des problèmes de mobilité, de santé, du logement, beaucoup de logements. On en a quand même beaucoup, surtout vis-à-vis plutôt des jeunes à ce moment-là, où il y a une problématique de logement. Donc, on répond au fur et à mesure à ces freins-là. Ça permet de créer du lien petit à petit, c'est important. Donc, ça va être refaire carte d'identité, carte vitale, demande C2S, impôt, MDPH, regarder pour le BSR, le code, le permis. Ça peut être également un accompagnement budgétaire, revoir avec la personne son budget. Si, par exemple, elle a des abonnements inutiles, donc les résilier, vérifier les dépenses. Le logement, les reloger. Moi, j'ai la chance de travailler au point Habitat Jeune. Et donc, quand on a des jeunes qui n'ont pas de logement, qui peuvent rentrer dans les critères, s'il y a des places, j'essaye de les faire rentrer. Sinon, ça va être des demandes au niveau d'Habitat 70 ou d'autres résidences sociales, voire des bailleurs privés, mais c'est plus compliqué avec eux quand même. On traite aussi tout ce qui est amende, dette. Voilà, proposer des échéanciers, aller avec eux aux finances publiques. Alors, si besoin, on peut aussi accompagner au rendez-vous SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ça arrive, c'est plutôt rare, mais ça arrive quand même. Et tout ça, en fait, en levant les freins, la personne va se retrouver dans une dynamique de faire les choses, de vouloir faire les choses, également par elle-même, parce qu'on accompagne, mais on ne fait pas à leur place, c'est important de préciser. On accompagne les personnes à faire ces démarches-là, et une fois qu'elles ont bien compris ces démarches-là, elles sont beaucoup plus autonomes. Il y a une confiance en elles aussi qui est valorisée, qu'on remet en place, pour ensuite les orienter, donc pour les plus jeunes au niveau des missions locales, et pour les adultes au niveau de France Travail. Au niveau de France Travail, nous, on a plutôt un bon partenariat avec, parce que comme l'a dit Madame Magnin, la loi plein emploi fait que beaucoup de monde sont inscrits à France Travail. Et donc, nous, pour repérer des personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail, c'est quasiment impossible, honnêtement. Donc, France Travail fait des sélections des personnes qui sont très, très éloignées de chez eux et nous les oriente. Alors, des fois, ça fonctionne, comme ça fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, c'est sur la base du volontariat. Après, très souvent, on essaye de bien expliquer les choses, de montrer vraiment notre plus-value, qui est vraiment un accompagnement renforcé, adapté à la personne. Je vois, on a des messages assez réguliers avec les bénéficiaires. J'essaye de les voir au moins une fois dans le mois, voire 2 fois si la personne a réellement besoin. On échange énormément par téléphone, SMS. Alors, toute personne ne se ressemble pas. Vraiment, les parcours sont tous différents en soi, même si on répète les mêmes choses. Mais il y a des personnes qui vont pas forcément plus demander qu'on les accompagne pour beaucoup de choses. Ça va être quelques papiers, une remobilisation plutôt simple et plutôt courte au niveau de durée, comme il y a des personnes, ça va être très très long parce qu'on a beaucoup de problématiques et ces problématiques-là prennent énormément de temps. Mais le principe de les raccrocher à France Travail et aux missions locales, ça va être effectivement de rentrer soit sur une formation, soit sur de l'emploi. On n'y arrive pas toujours, voilà, parce que c'est très long comme parcours, mais au moins de les réorienter vers les RPE, c'est ce qu'il y a de plus important, pour qu'ils aient dans une dynamique de vouloir continuer les choses. Voilà, j'ai plutôt bien expliqué, je pense. Non, ça nous permet de visualiser les choses par rapport au public que vous accompagnez en termes de sorties, on va dire positives. Vous avez une petite idée en termes de chiffres, avec peut-être une illustration
Alors, j'ai peu de chiffres actuellement parce qu'on est Ouais. sur, il me semble, 5 sorties depuis 2025. Ok. On a des sorties liées à des déménagements, des personnes qui vont hors territoire Haute-Saône, donc on arrête de les accompagner. D'accord. En tête, nous avons 2 sorties car nous n'avons plus de nouvelles des personnes du jour au lendemain. Ça arrive que les personnes ne répondent plus, on ne sait pas pourquoi, donc on essaye de relancer ou même d'aller toquer chez eux parce qu'on peut le faire également, c'est l'aller vers. Et on a une personne en emploi. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose plus globalement pour conclure par rapport au dispositif avant qu'on reprenne un petit temps de questions, ce qui me permet de dire à notre auditoire que c'est le moment de formuler vos questions dans le chat. Ce que je peux rajouter, je rebondis sur ce qu'avait dit Madame Magnin, sur les grands territoires comme le mien, la Haute-Saône, c'est un grand territoire très rural, plutôt éparpillé. Moi, je suis au niveau de Vesoul, de Frottay-les-Vesoul, à côté de Vesoul. Et pour aller un peu partout, donc on va prendre par exemple Gré, Arc-les-Grès. J'ai très facilement 1 heure de route. Et c'est pour ça que du coup, je ne vois pas forcément les personnes plus qu'une fois par mois parce que ça demande une organisation énorme avec des temps de trajet très longs pour des rendez-vous finalement très courts. Alors, on organise nos voyages pour voir plusieurs personnes au même endroit, mais c'est vrai que c'est un temps énorme sur un planning. Voilà, je voulais le rajouter parce que c'est quand même une petite problématique qu'on a en Haute-Saône, du moins. Oui, forcément, c'est très mobilisateur. Et puis, du coup, c'est des publics qui ont besoin, comme vous l'avez évoqué, du lien de confiance, donc de la relation directe, physique. Ça va être Oui. compliqué d'être dans des systèmes de visio ou des choses qui peuvent être des solutions à la mobilité, mais pas dans le cadre de tous les publics et dans le cadre de tout accompagnement. Je sais pas si voilà, c'est aussi ces problématiques-là qu'il faut avoir en tête en parallèle. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage qui permet d'éclairer ce que Madame Magnin nous a dit aussi sur le dispositif de façon un petit peu plus globale, hein, et puis qui permet de l'incarner aussi par rapport à un acteur sur un territoire. Du coup, on va reprendre les éléments de questions avant la petite conclusion puisqu'on arrive en fin de webinaire. Donc, il y a une question sur le fait de savoir quelle est la mission des maisons des MDS dans le dispositif O2R, sachant que la question, elle s'adresse à toutes les deux, j'imagine. Il n'y a pas de... Voilà, si celle qui veut prendre la parole peut le faire. Je sais pas, je peux prendre la parole. En prie. Oui, bah, ça peut être des orientations vers les opérateurs O2R, en fait, tout simplement. Donc, voilà, les orientations, elles peuvent prendre 2 formes. Ça peut être orienter directement le public, lui le guider vers la structure d'accueil, ou alors prendre contact avec la structure d'accueil pour qu'elle puisse venir rencontrer un bénéficiaire si une personne est éligible. Donc, ça veut dire voilà, très isolée avec toutes les problématiques qu'on a décrites aujourd'hui. Oui, ce qui veut dire qu'il faut que les opérateurs soient présents aussi bien vis-à-vis des publics que vis-à-vis des acteurs sur le territoire, c'est ce que vous l'avez évoqué, pour que l'offre soit repérée et qu'en fait, il y a un cercle un peu vertueux de communication, d'information qui se mette en place, parce que c'est comme ça qu'on arrive à irriguer le maximum pour avoir ce retour au niveau des publics et que chacun agisse par rapport à ses champs de compétences, parce qu'on se retrouve sur un maillage qui est toujours compliqué. La compétence sur un dispositif s'arrêtant quand un autre dispositif reprend le pas derrière, en fait. Oui, et puis les personnes, quand elles sont déjà dans un lien de confiance avec une structure, le passage à une autre est facilité en fait. Alors que bah voilà, si la personne elle est très isolée, enfin c'est créer le lien de confiance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Enfin, Madame Couillot, vous allez nous dire, enfin il n'y a pas que ça, mais je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être un peu sensibles au début. Oui, c'est très long de créer un lien de confiance que les personnes nous accordent, rien que pour, pour signer le contrat. On demande beaucoup d'informations aux personnes et c'est vrai que, de temps en temps, il y a des personnes qui ont du mal à répondre parce qu'on rentre dans leur vie privée. Donc ça demande un temps, beaucoup d'échanges. C'est un temps essentiel et c'est un temps que j'apprécie
énormément parce qu'on est vraiment au contact de des personnes. Et c'est très souvent que ces personnes-là, une fois que le lien est bien établi, qu'on les voit régulièrement, qu'on avance dans le projet, qu'elles nous livrent leurs réelles problématiques qui est à l'intérieur d'elles, au niveau de leur confiance, au niveau des problématiques de santé, parce qu'elles ne nous en parlent pas tout de suite. Donc c'est vrai que le lien de confiance est hyper important et ça facilite la transition. Une fois que on leur dit, bon, bah là, je pense que vous êtes prêts à pouvoir réintégrer France Travail de manière autonome et avec un suivi, avec un conseiller plus régulier, et ben la passerelle se fait naturellement parce qu'elle sait que ce que je lui dis est pour son bien. Donc ça facilite l'échange et une fois que la personne rentre avec le conseiller, on ne lâche pas tout de suite, hein, on reprend des nouvelles de temps en temps et ça marche bien. Elle me dit non, bah, finalement, effectivement, le conseiller avec qui je suis, ça se passe bien, je suis en confiance, donc c'est super quand ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, Christine, je te cède la parole pour la conclusion. Oui, très bien. Mais en tout cas, merci à nos deux invités pour cette présentation du dispositif que je ne connaissais pas bien et je trouve que vraiment c'est hyper riche. Et donc tout le travail des partenaires qui sont déployés sur le territoire était très très important d'être connu. Donc merci à toutes les deux pour nous avoir transmis toutes ces informations. Je te redonne la parole du Oui, coup. Merci. merci. Je remercie également nos deux intervenantes pour la clarté des éléments qu'elles ont transmis, parce qu'effectivement, la communication, elle est partie intégrante des points essentiels par rapport à un dispositif de ce type-là. Donc voilà, c'est bien qu'on fasse circuler les informations et que nos auditeurs de temps fort, de leur côté, fassent aussi voilà, un bouche à oreille par rapport au dispositif. Donc, quand vous allez nous quitter, vous aurez accès à une petite phase de questions, quelques questions rapides pour l'amélioration continue. Donc, merci de prendre ces quelques minutes, 2 minutes pour y répondre. Vous aurez aussi la possibilité de nous proposer une thématique pour la programmation des prochains temps forts, donc qui reviendront à la rentrée après une petite pause estivale. Donc, pour les programmations à partir de septembre-octobre. Merci de nous donner des éléments avec le plus de précision possible sur les thématiques de manière à ce qu'on puisse trouver des intervenants et puis voir par rapport à notre calendrier éditorial. On essaye quand même d'être au plus près de vos attentes. Donc, c'est toujours intéressant ces retours. Merci Alexa, merci donc à nouveau à nos deux invités. Et puis donc, comme Alexa vient de le dire, effectivement, les temps forts continuent et on vous donne rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison avec de nouvelles thématiques et donc de nouveaux sujets à traiter et à vous donner comme en termes d'informations. Donc n'hésitez pas à nous donner le maximum de précision dans le document qui vous est, enfin le questionnaire de satisfaction qui vous est transmis à la fin. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très belle période estivale. J'espère un peu moins chaude, mais bon voilà, on fera en sorte que bon septembre soit rayonnant. Bon, en tout cas, bonne journée à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Donc, vous retrouverez les prochaines programmations de temps fort très rapidement pour vous inscrire. L'événement, ça sera au milieu du mois de septembre. Donc, la suite dans les programmations et les communications du CARIF et du JPFTLV de Bourgogne. Complètement. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.